Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à notre conférence en ligne sur démêler le vrai du faux sur le surendettement. Je vois que vous êtes nombreux à participer. Je vous en remercie. J'espère que tout le monde est bien installé. Je suis Claire Fromentin, je suis la directrice de l'Association des assurés d'April et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie-Christine Bullard. Bonjour Marie-Christine, Bonjour, bonjour à tous. qui est chargée de mission et conseillère budgétaire à la Fondation Crésus, ainsi que Mathilde Desmaris. Bonjour Mathilde, Bonjour à tous. qui est chargée de gestion à l'association et qui sera aujourd'hui notre modératrice. Alors, tout d'abord, rapidement, quelques mots d'introduction sur notre association. Vous êtes tous clients d'April et vous avez souscrit en fait un contrat santé et c'est pour ça que vous êtes devenu membre de l'association des assurés d'April en souscrivant votre contrat santé. Alors, à quoi sert l'association? Eh bien, une de ses missions principales, c'est de vous aider au quotidien. Et c'est pourquoi nous vous proposons différents types de soutien, dont un soutien que l'on appelle SOS Budget, qui est accessible à tous et gratuit et que nous allons vous présenter aujourd'hui au cours du webinaire. Nous verrons ensemble pendant le webinaire comment accéder à ce soutien. Alors, peut-être quelques précisions techniques pour que vous soyez bien confortable dans la session. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h45. La conférence est enregistrée, c'est-à-dire que votre anonymat et vos coordonnées seront préservés, mais vous pourrez disposer du replay. On vous l'enverra par mail ainsi que la présentation et vous aurez également accès au replay sur notre site. Cette conférence est en format webinaire, cela veut dire que vous ne pouvez pas prendre la parole directement. Mais vous pouvez poser des questions à l'animatrice, à Marie-Christine. Il faut que vous regardiez en bas de votre écran la petite rubrique Q et R, questions et réponses. Et c'est dans cette rubrique-là que vous pouvez poser vos questions. Mathilde va les modérer un petit peu et on les transmettra à Marie-Christine au fil de la présentation et on laissera 5 minutes à la fin de la session pour pouvoir échanger plus en direct avec vous. Revenons à notre thématique du jour. Donc, en fait, ça fait plusieurs années que nous travaillons en partenariat avec la Fondation Crésus pour aider les adhérents en difficulté financière avec un accompagnement personnalisé. On reçoit en fait de plus en plus de demandes de soutien et c'est pourquoi on a décidé de faire ce webinaire aujourd'hui. L'objectif est de vous aider en fait à mieux comprendre comment fonctionne la procédure de surendettement. Et nous avons ici une spécialiste, Marie-Christine, à qui je vais passer la parole. C'est à vous. Mhm, mhm. Oui, effectivement, je suis conseillère budgétaire au sein de l'association Crésus depuis plus de 12 ans. Et donc, Crésus existe depuis 1992. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique. Elle est composée d'une fédération avec une trentaine d'associations locales et d'une fondation, donc d'une plateforme donc d'entraide sur laquelle je travaille. Et ses missions principales, c'est d'accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés financières, donc en prévenant justement l'exclusion financière. Cette mission, vous l'avez depuis plusieurs années. Vous avez vous-même une grande expérience puisque vous êtes responsable en fait du plateau technique, hein, c'est ça, qui aide et qui est en contact direct avec les gens qui vous sollicitent. Oui, tout à fait. Je suis référente donc auprès de plusieurs partenariats et les personnes je fais des accompagnements budgétaires au téléphone. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que nous proposons comme soutien. Alors, c'est vrai que, première information, c'est vrai que le surendettement en chiffres est très important en France. En 2024, on a noté 134 000 dossiers de surendettement qui ont été déposés auprès de la Banque de France, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Donc, on sait que cette procédure est en surendettement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est en fait le surendettement, en quoi ça consiste exactement? Oui, donc le surendettement répond à une définition donc assez claire. Donc c'est l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ces dettes non professionnelles, exigibles et à échoir. Et donc, les personnes peuvent être en surendettement parce qu'ils ont beaucoup de crédits, mais aussi, et qu'ils n'arrivent plus bien sûr à les payer, mais aussi quand ils ont des factures impayées d'eau, de loyer, d'électricité. Ce que je veux dire par là, c'est quand on est en surendettement, pas uniquement
simplement à cause des crédits, mais ça peut être aussi parce qu'on n'arrive pas à payer ses factures de charges courantes. D'accord. Et comment savoir si je suis en situation de surendettement, si je corresponds à ces critères-là, en fait? Qu'est-ce que vous considérez comme critère? Bah, en général, de toute façon, les personnes, c'est quand elles nous contactent, quand elles n'arrivent tout simplement plus à faire face à leur mensualité de crédit. Et donc, il faut d'abord être un particulier, hein. La procédure de surendettement à la Banque de France, elle s'ouvre uniquement aux personnes qui ont un statut particulier. Je veux dire par là qu'elles ne peuvent pas avoir un statut professionnel. Les Oui, auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs sont exclus. Donc, il faut être domicilié en France et être de bonne foi. Alors ça, c'est assez important parce que forcément, la Banque de France, elle, quand vous allez déposer un dossier, elle va regarder si, par exemple, vous n'avez pas souscrit plein de crédits, vous êtes parti en vacances et juste après, vous redéposez un dossier de surendettement. Donc, voilà, il y a tout un cheminement qui est expliqué donc également à travers un courrier qui peut expliquer comment on est arrivé à une situation de surendettement. Ça, voilà, ça peut venir d'une perte d'emploi, d'un accident de la vie, d'une mauvaise gestion, voilà, de pas mal d'événements dans la vie qui, à un moment donné, ben, vous avez des rejets partout sur le compte bancaire, vous n'arrivez plus à payer votre loyer, niveau crédit, vous avez voilà, le recouvrement qui n'arrête pas de vous appeler, de vous envoyer un SMS. Donc, oui, là, attention, vous êtes en surendettement, mais il y a des choses à faire, justement. Il y a cette procédure, heureusement, en France, hein, qui est la procédure de surendettement pour vous aider. donc c'est vrai que c'est une situation, vous la décrivez parce que vous la connaissez bien, pour être en contact régulier donc avec des personnes en situation de surendettement. C'est une situation particulièrement stressante, hein. Ah bah, c'est même des fois, les gens sont vraiment désespérés, hein. Combien de fois j'ai eu des personnes au téléphone, en général, elles dorment plus, enfin, elles sont angoissées, vous coupez du monde. Il y a beaucoup de conséquences dans la vie de tous les jours, y compris des divorces, des séparations. En fait, les difficultés financières, de manière générale, ça implique également bah oui, des gros problèmes dans la vie sociale, même au travail, dans le couple. Donc, ça a des graves conséquences quand même, hein. Oui, Tout à oui, fait. c'est une situation vraiment sérieuse. Et donc, ce que vous disiez, c'est que ça peut toucher le portrait de la personne en surendettement. C'est des gens vraiment très divers, en fait, hein, suite à des situations très diverses. Oui, il faut pas croire que en fait ce sont les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus, hein. Moi, Oui, j'accompagne beaucoup de personnes justement qui ont des revenus et d'office des fois elles me disent ben moi j'ai tardé à vous contacter parce que je pensais que mon dossier ne serait pas accepté à la Banque de France. Donc le critère des ressources, ça n'est pas un critère d'exclusion en tout cas dans la procédure de surendettement. Vraiment, il faut se fier à la définition qu'on oui, a donnée au début, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire face à ces factures, ces crédits, etc. Bon, bien sûr, il ne faut pas que ça puisse être réglé dans un délai de 6 mois, parce que là, la Banque de oui, France, elle a deux raisons pour évoquer une irrecevabilité, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est que elle dit, bah là, il y a absence de surendettement, c'est-à-dire que d'accord. si dans 6 mois, vous pouvez régler toutes vos dettes, là, il y a absence de surendettement. Ou alors, il y a la mauvaise foi. Donc, elle peut aussi Mhm, parfois évoquer la mauvaise foi. Alors, c'est typiquement, par exemple, les personnes qui ont une addiction, hein, par exemple, au jeu de mhm. hasard et d'argent. C'est pourquoi nous, on les accompagne vraiment pour présenter le dossier à la Banque de France. Justement, si la Banque de France ne comprend pas pourquoi vous avez fait plein de crédits et sans explication claire et que vous déposez un dossier de surendettement, elle risque de dire, voilà, vous êtes de mauvaise foi. D'accord. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est de pouvoir bien expliquer. Donc, il faut que ce soit une situation assez sérieuse, quel que soit le niveau de revenu. Mais voilà, un problème lié à Exactement, des dettes, des factures, des impayés qui s'accumulent, des relances d'huissiers ou de personnes chargées de recouvrement, un stress qui augmente. Et ce qu'on exactement. voulait expliquer aujourd'hui, c'est il y a vraiment une solution, c'est d'entamer cette procédure donc de surendettement auprès de la Banque de France. Alors, on est d'accord que c'est une procédure qui est longue et c'est un peu le parcours du combattant, mais vous êtes là pour accompagner justement et présenter au mieux le dossier, en fait, hein, c'est ça.
Tout à fait. Donc, on est là du début, c'est-à-dire que bon, d'abord, bien sûr, on fait un diagnostic budgétaire, on analyse les entrées, les sorties d'argent, toute la situation financière et budgétaire de la personne. Ensuite, donc, si on oriente vers un dossier de surendettement, on va bien sûr aider la personne à constituer le dossier Le dossier. Mhm. en, voilà, en rassemblant les pièces, hein. Donc, en général, après le diagnostic, j'envoie le dossier. Il faut savoir aussi qu'on peut le faire en ligne. Mais donc, je vais rappeler la personne et puis donc, on va regarder page par page si tout est bien rempli. On va vérifier que tous les justificatifs demandés par la Banque de France apparaissent bien dans le dossier de Mhm. surendettement et je vais les aider à faire le petit courrier que la Banque de France demande également un petit peu pour expliquer la situation. Alors, même si cette procédure, comme vous venez de la décrire, là, est compliquée, vous conseillez vraiment de remplir ce dossier parce que ça permet notamment voilà, d'arrêter cette spirale et de reprendre le contrôle de la situation, en fait. C'est une des solutions. Ah bah ça, c'est sûr qu'il faut pas laisser la situation s'aggraver. Moi, des fois, je parle avec des personnes qui hésitent, hein, forcément. Personne n'a Oui, envie de faire un dossier de surendettement. Mais non. quelque temps après, en fait, on voit bien que vous avez une spirale où, par exemple, la banque, elle vous coupe le découvert bancaire. De toute façon, elle coupe le découvert bancaire. Elle peut vous bloquer la carte. Et là, vraiment, les gens sont dans un stress pas possible, hein. Et c'est pour ça que la solution du dossier de surendettement, elle arrête cette spirale de l'endettement. Voilà, elle permettra si vous êtes locataire, il faut savoir qu'un plan, ça dure maximum 84 mois, donc 7 ans. Et donc, en fonction de votre capacité de remboursement, vous aurez un plan, voilà, tous les mois à rembourser sur une durée de 84 mois. Et donc, Euh, ça, c'est ce qui permet ce plan est construit avec la Banque de France de oui. façon à ce que la personne en surendettement dispose du minimum vital. Hein, c'est Oui, comme ça que c'est structuré, c'est-à-dire qu'on vous laisse suffisamment pour pouvoir couvrir les frais courants. tout à fait. En fait, la Banque de France, elle fonctionne avec des forfaits dans lesquels sont inclus ben, l'alimentation pour si vous êtes une personne, deux personnes, trois personnes au foyer. Donc, il y a vraiment un calcul assez mathématique de la mensualité qui sera retenue pour rembourser votre plan et vos créanciers. Donc, c'est quand même une façon aussi justement de se protéger des créanciers parce qu'une fois que vous êtes recevable, hein, c'est ce qui est attendu, la recevabilité, les créanciers n'ont plus le droit de vous harceler, de vous demander la mensualité. Voilà, tout est remis à plat et il n'y a plus non plus de risque, par exemple, de vous emmener au tribunal pour qu'il y ait, par exemple, une saisie sur votre compte bancaire. Voilà, c'est une Donc, 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 protection. donc, il y a une partie de protection, oui, c'est ça qui est peut-être mal connu. Oui, oui, il y a un ensemble de choses effectivement que les personnes redoutent, mais il faut savoir que la Banque de France a le pouvoir d'imposer une mensualité à un établissement financier ou une banque et surtout elle vous protège effectivement de toutes les saisies et voilà tout ce qui pourrait se passer avec les créanciers. On peut peut-être redire pour les adhérents, la Banque de France est une institution publique, hein, c'est bien ça? Oui, publique et indépendante, hein, justement, elle est indépendante. Donc, l'idée, c'est elle ne va pas favoriser un créancier plutôt qu'un autre. D'accord, elle est neutre. Euh, v- Elle est neutre, hein. voilà, tout à fait. Alors, si on regarde un petit peu, on sait que parmi les dossiers que l'on a reçus, il y a beaucoup de peur sur, une fois qu'on est dans la procédure de surendettement, une fois qu'on s'y lance, une peur des conséquences en fait pratiques de cette procédure, notamment sur la suppression de la carte bleue, le fait d'être fiché Banque de France, le fait de devoir vendre des biens de façon forcée. Est-ce que vous pouvez Mhm. nous clarifier un peu ces clichés, peut-être, ces idées reçues sur les conséquences d'une procédure? Le premier, Ou- par exemple, sur la suppression des moyens de paiement, est-ce que c'est ce qui se Mhm. passe quand on entre en procédure? Alors oui, donc ça, c'est très important parce que à chaque fois que les personnes on évoque la procédure de surendettement, Oui, j'entends toujours un petit peu les mêmes peurs qui sont pas fondées et notamment je vais être fiché bancaire et j'aurai plus de moyens de paiement, etc. Donc ça c'est complètement faux. Vous êtes fiché interdit de faire de nouveaux crédits, mais vous n'êtes pas fiché bancaire. Et au niveau des moyens de paiement, en fait, la banque doit vous laisser une carte bancaire
pour faire vos paiements. Simplement, effectivement, elle va interroger systématiquement ce qu'il y a sur votre compte pour payer ou pas. Voilà. En gros, s'il y a de l'argent, la carte va payer. S'il n'y en a pas, ça sera bloqué, hein. Mais vous avez à disposition une carte bancaire et également 2 chèques de banque par mois. C'est-à-dire qu'effectivement, la banque peut vous demander de rendre votre chéquier et encore des fois, bon, elle peut le laisser, mais effectivement, si elle vous redemande votre chéquier, si jamais vous avez vraiment l'utilité d'un chèque, là, à ce moment-là, vous avez le droit à 2 chèques de banque et c'est gratuit tous les mois. Et donc, on peut disposer d'une carte bleue Une carte pour bancaire, tout à fait, une une carte carte bancaire bancaire. pour les paiements. OK? À interrogation systématique. Voilà, vous ne pouvez pas être à découvert, donc c'est une carte qui payera s'il y a des sous sur votre compte. D'accord, c'est très clair. Et donc, par rapport au fichier, vous distinguez bien le fichier sur les crédits et le fichier sur les paiements bancaires. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce Oui, point? c'est souvent une confusion. Fichier Oui, bancaire, c'est vous pouvez pas ouvrir un compte dans une banque, mais quand on dépose un dossier de surendettement, c'est pas ce fichage-là. Le fichage, c'est FICP, donc c'est une interdiction de faire des nouveaux crédits. En règle d'accord. générale, elle est de 5 ans, voire moins, une fois que vous avez réglé toutes vos dettes. Mais voilà, c'est pas la même chose. Vous n'êtes pas fiché Banque de France. Vous n'êtes pas fiché bancaire, vous êtes fiché interdit de faire des crédits, FICP. D'accord. Donc, c'est deux choses distinctes. Oui. Mathilde, est-ce qu'il y a des questions peut-être Oui, alors on a sur une ces première sujets-là? question de Laurent qui demande si des dettes personnelles qui découlent d'un engagement professionnel, notamment une caution, peuvent être inclus dans le plan de surendettement. Alors, pour tout ce qui est des dettes professionnelles, il y a eu une réforme il y a quelque temps. Euh, il faudrait voir, il faudrait peut-être demander à la Banque de France tout ce qui est professionnel. C'est pas forcément accepté par la Banque de France, mais je crois que la caution en fait partie justement. C'est-à-dire que c'est un cautionnement issu de dettes professionnelles. Alors, Mhm. comme je disais au départ, hein, la procédure de surendettement, elle est ouverte aux particuliers et pas aux professionnels. Là, je dirais qu'il faut quand même vérifier auprès de la Banque de France. Ok. Quitte à l'inclure dans le dossier pour voir ensuite si elle est acceptée comme une dette peut-être. Oui, alors ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a d'autres solutions. Il ne faut pas que la personne s'inquiète. C'est-à-dire que, au pire, en fait, là, il faut d'abord questionner le tribunal pour ensuite être redirigé vers la Banque de France. Ça peut se faire en deux parties. Mais c'est vrai que le statut des dettes professionnelles, c'est encore, c'est pas très clair. Normalement, là, faudrait vraiment voir la situation dans le détail pour que je puisse répondre Oui, ben correctement. oui, Ouais, c'est compliqué. avec les pros. Ouais. Sur la question des biens, on a souvent des adhérents qui sont inquiets par rapport à des biens immobiliers dont ils sont propriétaires et certains ont peur qu'on leur force la main pour vendre un bien à un prix un peu bradé quand on rentre en procédure de surendettement. Alors, Qu'en est-il en fait? Alors ça, c'est aussi une idée reçue. À chaque fois, on me dit, ah, mais on va me forcer à vendre ma maison, tout ça. Non, par contre, si vous faites rien, là, la banque, elle peut à un moment donné, effectivement, faire une vente forcée. Par contre, la Banque de France, elle vous forcera jamais à rien. Ce qui se passe, c'est que pour les propriétaires, il n'y a pas d'effacement de dette. Donc, soit vous avez une capacité de remboursement et auquel cas la Banque de France, elle peut vous proposer un plan même sur 20 ans pour vous aider à garder votre bien immobilier en remboursant les prêts. Par contre, c'est vrai que si vous êtes propriétaire et que ben, votre situation financière, il n'y a aucune capacité de remboursement, ce que la Banque de France va recommander, hein, elle forcera jamais, c'est que du coup, elle va geler toutes vos dettes pendant 24 mois, elle va geler le crédit et pendant ces 24 mois, à vous de vendre vous-même votre bien immobilier, donc au prix du marché, hein. Mhm. Parce que si vous ne faites pas la procédure de surendettement et qu'à un moment donné, la banque, donc, elle va au tribunal, elle dit, on va vous forcer à vendre le bien, là, ça sera une vente aux enchères. Donc, il vaut mieux, si jamais vous devez vendre votre bien immobilier, avoir le temps pendant 24 mois de vendre au prix du marché. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de force. La Banque de France ne force à rien, c'est ce que vous disiez. Non, elle fait des recommandations, elle ne force à rien, la Banque de France.
Alors justement, mais comment on va voir un peu plus dans le... À moins qu'il y ait d'autres questions sur ces sujets-là, Mathilde, et sinon on regarde en détail un peu plus Euh, la procédure. oui, on avait juste une question concernant le calcul de la mensualité de remboursement, où la Oui. personne effectivement nous disait que si on habite à Paris ou en province, c'est pas forcément les mêmes coûts. Est-ce qu'il y a des différences à ce niveau-là? Alors, bonne question. En fait, la Banque de France, elle a toujours en gros le même forfait. Par contre, si vous avez certaines charges justement un petit peu plus élevées parce que vous habitez dans la région parisienne, c'est le cas notamment pour les loyers, il faut savoir que la Banque de France, elle prend le loyer au réel. Au niveau des charges, elle va faire un forfait pour tout ce qui est alimentaire, assurance, électricité, énergie. Par contre, elle va prendre au réel le montant de vos impôts et le montant de votre loyer. Donc, si justement vous habitez dans la région parisienne et que le loyer est un peu plus élevé, il ne faut pas en avoir peur parce que ça sera pris en compte. D'accord. Voilà. De On peut tout façon spécifique justifier au après, réel. hein. Oui, Et oui, oui, puis, au euh, réel. et, et puis j'ai envie de dire, de toute façon, à la première, enfin, quand vous avez la recevabilité, que la Banque de France propose une mensualité, tout le long de la procédure, après, on a toujours possibilité de contester la mensualité. Moi, je le fais quand même assez régulièrement avec les personnes qui, ben, par exemple, ils ont un problème de santé, ils ont besoin d'une mutuelle un petit peu plus élevée, ou bien ils ont des frais de transport, des frais d'essence. Qui peuvent justifier. À ce moment-là, on peut toujours, à un moment donné, avant que le plan ne démarre, faire une contestation de la mensualité avec tous les justificatifs en disant, bah, voilà, moi j'ai tant de frais que je peux justifier parce que j'ai une maladie, j'ai besoin d'une mutuelle. J'habite loin de ma famille, ou je travaille un petit peu aussi loin de mon domicile. Et à ce moment-là, j'ai tous les justificatifs à fournir pour essayer de faire baisser la mensualité. Ok. Alors, on voit que la procédure peut être adaptée parfois, d'où l'importance d'être accompagné, en fait, Oui, pour oui. être sûr de bien arriver jusqu'au bout. On va regarder dans le détail, justement, quelles sont les étapes de cette procédure et comment est-ce que, on dépose un dossier de surendettement. Alors, on va être effrayé du nombre du nombre d'étapes. On va essayer d'aller étape par étape pour essayer de clarifier les différents moments importants. Donc, le premier moment, c'est donc le dépôt du dossier de surendettement. Alors, en quoi est-ce que ça consiste? Bah, une fois qu'on a constitué donc le dossier rempli, on l'envoie à la Banque de France et une semaine après, environ, on reçoit l'attestation de dépôt. D'accord, Voilà, ça donne le top départ en fait de la procédure. Alors la Banque de France, elle est quand même obligée de signaler qu'il y a une date limite. Cette date limite pour avoir la recevabilité, c'est 3 mois. d'accord. Donc en règle générale, ça met quand même pas 3 mois. On est sur plutôt 1 mois et demi, 2 mois, voire un mois quand on le dépose en ligne, c'est plus rapide, hein. Mais Et voilà. donc, dans le dossier, on est obligé de faire vraiment un point complet de la situation, de l'ensemble des dettes, etc. Et comme vous disiez, il faut le faire avec précision pour que justement la procédure se passe au mieux, hein, et vous accompagner sur la constitution du dossier. Alors, la Banque de France, elle va vérifier qu'on a bien joint tous les justificatifs. Bon, s'il en manque un, pas de problème, elle vous écrit, elle vous téléphone parfois en disant vous avez oublié de m'envoyer vos relevés bancaires. Et donc là, on peut juste les renvoyer par la suite. Ce qui est bien quand on accompagne les gens dans la procédure de surendettement, c'est que, par exemple, moi, mes coordonnées sont en travailleur social qui accompagne. Et donc, à chaque fois que la personne, elle recevra un courrier, moi, je recevrai une copie. Et donc, je pourrais lui expliquer ce que ça signifie ou bien, attention, là, vous avez oublié d'envoyer, par exemple, tel relevé, il faut le rajouter, hein. Et c'est vrai que comme vous avez l'habitude d'accompagner les personnes, je pense que c'est un plus dans le dossier quand on voit que le dossier a été préparé avec vous. Je pense que ça aide aussi. Bah, pour la Banque de France, oui, de savoir que la personne ne l'a pas déposé toute seule, oui, c'est toujours. La Banque de France, elle connaît l'association Crésus, hein, forcément, donc elle Oui. sait qu'on va quand même poser toutes les questions et surtout poser un bon diagnostic, voilà, qu'on aura bien établi que la personne était en situation de surendettement. Alors, on est d'accord que le dépôt du dossier, donc il faut vraiment faire un état complet de ses dettes, etc. C'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut qu'on ouvre les enveloppes qu'on a peut-être négligées, qu'on regarde toutes les factures. Il y a cette, voilà, il y a cette démarche-là à faire qui est difficile.
mais qui vaut la peine. Je pense que c'est une réalisation aussi de la situation quelque part. Oui, tout à fait. Je dirais que c'est ce qui est le plus dur à faire presque, hein, parce que, comme me disent parfois, souvent en fait même mes bénéficiaires, le plus dur c'est de prendre la décision et de le faire. Après, on va dire que c'est de l'administratif, mais parce que bon, bien sûr, les personnes elles essayent toujours de trouver des solutions, elles essayent d'éviter, voilà, mais enfin, au bout d'un moment, on perd du temps, la situation se dégrade. Donc, je dirais que le plus important, c'est la prise de décision. Allez, on y va, on le fait. Et puis après, avec mon retour d'expérience, je peux vous dire que les gens sont quand même bien soulagés, de l'avoir fait, tout de suite après la recevabilité. Ça va beaucoup mieux, hein. Oui, c'est un soulagement. C'est-à-dire qu'il y a un coup d'entrée, c'est difficile de se lancer, Ouais, mais on est soulagé une fois que les choses sont lancées, en fait. exactement. Mais c'est sûr que c'est pas facile de faire face à toutes ces dettes, de retrouver les factures, de retrouver les créanciers, de s'apercevoir de la difficulté de la situation. C'est sûr que on espère que le webinaire aidera à prendre cette décision qui peut être difficile. Je crois que votre accompagnement aussi aide, je pense, à faire Oui, le tout. dossier, à comprendre ce qui est nécessaire. Oui, oui, tout à fait. On est là pour faire le point à chaque étape et puis aider les personnes, par exemple, si elles n'arrivent pas à récupérer un relevé de crédit, on va les aider dans ce sens-là, quitte à contacter un de nos créanciers, un de nos partenaires, pardon, en fait, qui sont leurs créanciers pour leur demander le relevé de crédit. Et on peut les aider pour cette démarche, effectivement. Et oui, ok, donc parce qu'il faut bien avoir toutes les données des dettes. Mm. Alors la troisième étape, c'est la décision de recevabilité. Qu'est-ce que c'est alors exactement? Alors, c'est l'étape attendue hein, qui Oui, protège donc justement et qui arrête un petit peu toute la machine. C'est la Banque de France, elle accepte votre dossier, elle vous reconnaît en situation de surendettement. Et donc, à partir de cette étape, donc la recevabilité, vous ne devez plus payer vos mensualités de crédit et ni aucune dette qui sont dans le dossier de surendettement. Voilà, tout est en fait en suspendu. Là, les personnes, elles récupèrent les ressources. Les créanciers arrêtent également de les contacter pour leur demander de payer. Ils n'ont plus le droit de le faire. D'accord? ça doit être un soulagement énorme, je pense. Oui, oui, la recevabilité, c'est sûr que c'est ce qui est attendu parce que c'est ce qui va permettre de mettre en suspension toutes les dettes avant la mise en place du plan. D'accord. Et donc l'étape suivante, c'est l'état détaillé des dettes. Alors, une fois qu'on a passé la recevabilité, il faut savoir qu'à partir de cette période, en fait, il y a toujours un mois pour contester, que ce soit de la part des créanciers ou de la personne qui dépose. Mais enfin, là, à la recevabilité, la personne ne va pas contester. Mais la Banque de France donne la possibilité, à partir de cette étape, toujours, elle laisse un laps de temps, donc c'est 30 jours en règle générale, pour que les créanciers contestent. Ça peut arriver. Si par exemple vous avez un créancier qui dit ben, la personne elle est en surendettement, mais quand elle a souscrit un crédit chez nous, elle ne nous avait pas informé qu'elle avait un autre crédit. Ça, par exemple, ça peut arriver. Mais bon, en même temps, il ne vérifie pas toujours non plus la présence d'autres prêts. Mais voilà, on attend toujours. C'est pour ça que la procédure, elle dure un peu quand même, parce qu'il y a ce délai, cette possibilité de contester. D'accord. Si donc personne n'a contesté, on arrive à l'étape de l'état détaillé des dettes. Et bien justement, c'est pour ça que c'est pas trop grave si on met dans le dépôt de dossier de surendettement, si on a le relevé qui date de 2 mois en arrière, parce que à cette étape-là, la Banque de France, elle va aller interroger tous les créanciers pour D'accord. qu'ils déclarent le montant exact que vous leur devez. Voilà, parce que de toute façon, entre le moment où vous allez déposer et l'état détaillé des dettes, il y aura forcément plus le même montant voilà, qui avait été inscrit sur le dossier de surendettement. Donc cet état détaillé des dettes, c'est vraiment un arrêté de ce que vous devez chez chacun de vos créanciers. Il y a encore 30 jours pour contester. D'accord. Une fois que l'état détaillé est donné. Et ensuite, Voilà. il y a la Donc fameuse proposition du plan de voilà. remboursement. Mais donc, on ne paye pas encore, hein. Ça veut dire que D'accord. là, vous voyez, depuis la recevabilité, donc on n'a pas encore commencé à régler son plan de surendettement.
Arrive la proposition du plan. Donc là, on va attendre quand même. On sait que à la recevabilité, en fait, ce qui est important aussi, c'est qu'on voit apparaître la mensualité retenue, c'est-à-dire que c'est votre capacité de remboursement. Il y a un état en fait des revenus, il y a un état des charges avec le forfait et comme je vous disais. Certaines charges prises au réel comme le loyer. Et donc de là, la Banque de France, elle dit par exemple, bah, vous pouvez rembourser 200 euros par mois alors que vous avez déposé un dossier de surendettement, vous aviez des mensualités qui s'élevaient à 1000 euros et finalement votre capacité réelle de remboursement, d'après la Banque de France, c'est 200 euros. Donc, elle va vous faire une proposition de plan avec la mensualité donc, qui a été retenue. Alors, en fonction du montant des dettes que vous devez, ça, si vous êtes locataire, ça ne pourra pas excéder donc 84 mois. Par contre, si vous êtes propriétaire, hein, ça peut aller bien au-delà puisqu'il n'y a pas d'effacement. Donc, si vous avez un plan donc d'une durée de 84 mois, si tout n'est pas remboursé avec vos 200 euros tous les mois remboursés, si tout n'est pas remboursé, ben, il y a un effacement partiel de vos dettes. D'accord. Et donc, on a parfois un effacement des dettes, mais il n'y a rien d'automatique. C'est en fonction de la situation. Ah oui, oui, vous pouvez pas, parce que oui, vous pouvez pas demander à avoir un effacement de dette. Alors ça, c'est aussi une orientation qui peut être donnée et on le voit à la recevabilité. Quand je parlais tout à l'heure de la capacité de remboursement, bah, parfois il n'y en a pas. Alors, quand il n'y en a pas, il y a deux solutions. Si vous êtes locataire, soit la Banque de France, ben, vous êtes jeune, vous avez perdu votre emploi, par exemple, vous n'arrivez plus à faire face à vos prêts, elle peut s'orienter plutôt vers une suspension pendant 24 mois de vos prêts. Euh, et donc, si par contre vous avez aucune capacité de remboursement, bon, c'est le cas des retraités, des personnes pour lesquelles on sait que ben, il n'y aura pas de retour à meilleure fortune en termes de ressources, à ce moment-là, la Banque de France, elle peut s'orienter vers un effacement des dettes, ce qu'on appelle une proposition de rétablissement personnel. Voilà, donc oui, alors si c'est un effacement de dette, de toute façon, il faudra attendre la validation des mesures. Mhm. Mais s'il y a une capacité de remboursement, pour en revenir au plan, donc pendant 7 ans, vous aurez tous les mois une mensualité qui sera fixe. Et puis là, c'est la Banque de France qui établit son plan. Elle va vous dire, par exemple, pendant 3 mois, vous allez rembourser Cofidis. Après, voilà, et ainsi de suite. Et en fait, elle procède par palier de remboursement. Mais la mensualité, on sait qu'elle dépassera jamais celle qui a été retenue. Est-ce que, Mathilde, il y a des questions sur cette procédure? Maintenant qu'on est rentré un peu plus dans le Euh, détail, est-ce que... oui, alors effectivement, on a une personne qui vient de recevoir son courrier établissant la recevabilité du dossier et elle demande si elle peut contester le montant à rembourser et quand est-ce qu'elle doit le faire. Alors, donc la personne est recevable. Déjà, c'est Oui. une très bonne nouvelle. Si donc là, je lui conseillerais d'attendre la proposition de plan. C'est-à-dire que bon, il faut voir un petit peu si elle considère que la mensualité est beaucoup trop élevée, qu'elle n'arrivera pas. Il faut voir, ben justement, on attend la proposition de plan pour deux raisons. On va s'apercevoir que la Banque de France, elle a proposé un plan, ben, au bout de 3 ans, en fait, la personne a tout remboursé et par contre, avec une grosse mensualité. Là, à ce moment-là, si c'est le cas, on peut contester le montant de la mensualité en demandant à rallonger tout simplement le plan, puisque légalement, un plan de remboursement peut aller jusqu'à 84 mois. Vous voyez, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il faudra vérifier dans la proposition de plan, donc en 5, quelle est la durée du plan que la Banque de France a proposé. Et là, si on est en dessous des 84 mois, ce qui est possible hein, pour la personne, voilà, elle a des ressources, mais le forfait fait que la Banque de France a retenu quand même une mensualité trop importante. Donc, attendre la proposition de plan pour voir la durée, parce qu'à ce moment-là, on peut contester et, par exemple, demander à aller jusqu'aux 84 mois. Ou, Mhm. donc là, ce qui est important aussi, c'est de prendre la recevabilité et de vérifier ce qui a été calculé dans les ressources et dans les charges pour voir si, ben, par exemple, la Banque de France n'aurait pas calculé un petit peu trop de ressources ou si dans les charges, il manquerait pas
eh ben voilà, par exemple, une mutuelle qui est élevée, mais parce que la personne a besoin de soins spécifiques qui nécessitent une mutuelle un petit peu plus chère, ou des Et à frais ce moment-là, d'essence, des frais de transport. Ouais. si elle constate des écarts entre, par exemple, sur le niveau des dettes ou sur le niveau des ressources, elle doit informer tout de suite la Banque de France sans attendre la proposition de plan. Alors, si la personne s'aperçoit au niveau des ressources tout de suite au début, effectivement, la recevabilité ou au niveau des charges qu'il manque quelque chose, elle peut bien sûr tout de suite informer la Banque de D'accord, France. d'accord, Mhm. ok. Hein. Mais on peut contester, justement. Moi, je me suis aussi aperçue que, par exemple, la Banque de France, elle retient une mensualité qui est un peu élevée. Et après, quand le plan arrive, eh ben, d'elle-même, en fait, dans les paliers, la mensualité est moins élevée C'est moins que, élevé voilà, que ce qui avait été évoqué au début. exactement. Donc, D'accord. moi, en général, j'attends la proposition de plan pour voir. Et d'où l'intérêt en fait de l'accompagnement avec vous, c'est sur ces questions-là un peu précises et Oui, techniques, Mhm. technique. d'être accompagné, de vérifier, voilà, c'est vrai. Alors, est-ce que vous accompagnez justement, alors on parlait de la constitution du dossier, est-ce que vous accompagnez aussi les personnes qui sont dans la procédure? Vous voulez dire en fait les personnes qui ont déjà commencé à Oui, rembourser? Oui, si les personnes en ressentent le besoin, de toute façon, bon, la Banque de France, elle laisse pas non plus énormément de possibilités de s'écarter de son budget, hein. oui, Donc, oui, bien sûr, à tout moment, moi, ce qui m'arrive aussi régulièrement, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ont un plan. Et à un moment donné dans leur vie, ben, il y a un changement, ils tombent malades, ils ont moins de Mhm. ressources. Et combien de personnes comme ça j'ai eu? En fait, ils pensent qu'ils doivent continuer le plan de la recevabilité, alors que pendant la procédure, à tout moment, en fait, on peut redéposer un d'accord. nouveau Un plan quand il y dossier, a un changement de situation pour que d'accord. la mensualité soit révisée. Oui. Ah, c'est important ça. Tout Oui. changement de situation important peut amener une Voilà. occasion de réviser le plan de remboursement. Et D'accord, on ne repart pas à zéro. Par exemple, admettons que vous avez un plan sur 7 ans, vous avez remboursé pendant 4 ans, et ben, on repart de ces 4 ans-là pour le reste du plan, en fait, hein. On ne repart pas sur 7 ans de plan. Donc, d'accord, c'est important de le d'accord. faire. Ouais. Dernière étape, c'est la mise en place des prélèvements. Alors, en quoi ça consiste exactement? Bah là, en fait, il faut savoir, la Banque de France, quand même, envoie des courriers assez précis pour la mise en place des prélèvements. Et normalement, les créanciers vont de toute façon vous écrire, mais c'est vrai qu'il faut quand même surveiller qu'ils le fassent pour vous proposer un mandat de prélèvement. En fait, donc si personne n'a contesté la proposition de plan, la Banque de France enverra ce qu'on appelle une validation, hein, justement des mesures imposées. Et donc, elle va dire, bon, à partir d'ici 30 jours, vous devez mettre en place déjà le premier palier de remboursement. Donc, nous, on est là, bien sûr, pour expliquer aux personnes, il y a des colonnes, hein, et donc, vous avez toujours des paliers différents pour vous dire, bah là, vous allez payer 35 euros à CTLM, 25 à Cofidis, etc. Mhm, Tout est assez clair et si jamais, par contre, les créanciers ne reviennent pas vers vous, en général, ils le font, il ne faudra pas surtout les contacter pour mettre en place les prélèvements. Ou si vous préférez faire un virement, c'est possible aussi, hein. Mais le prélèvement, la mise en place du prélèvement automatique est peut-être plus simple à gérer. merci beaucoup. Alors, on s'aperçoit que la procédure est quand même complexe. Donc, d'où l'idée d'accompagner les adhérents sur cette procédure de dépôt. Donc, c'est ce que je voulais, pour conclure dans les dernières minutes, expliquer un petit peu à nos adhérents qui nous regardent. Donc, ce que propose en fait l'association, c'est que vous pouvez remplir un dossier. Donc, sur le site de l'association, c'est ce qu'on appelle notre dossier SOS Budget, c'est le nom de ce soutien, qui vous permet de demander l'accompagnement de Crésus, donc de façon gratuite. Alors, la seule condition, donc il faut être adhérent de l'association, mais vous l'êtes tous puisque vous êtes souscripteur d'une assurance santé chez April. On met un plafond de ressources, c'est-à-dire pour réserver cette aide quand même aux personnes qui sont le plus en difficulté. Donc, la limite, c'est 1 900 euros de revenus pour une personne et 2 800 euros de revenus par mois pour deux personnes, tout inclus. Donc, vous remplissez ce dossier qui est vraiment assez simple. Il peut être rempli en ligne.
à l'association, on analyse le dossier, il nous faut simplement quelques jours, on vous contacte, on refait le point, on valide la demande ensemble. Ce processus est assez fluide et rapide. Les équipes sont là pour vous accueillir et démêler avec vous votre demande et vous aider. Et ensuite, si vous l'acceptez, si vous en êtes d'accord, on transmet le dossier donc à Crésus, alors concrètement à Marie-Christine, qui vous proposera un rendez-vous. Et à ce moment-là, vous ferez le point avec elle et ses équipes pour savoir comment déposer le dossier, comment s'y prendre, etc. Et ce que je voulais bien repréciser, c'est que toutes les informations que vous transmettez à Crésus restent à Crésus et ne sont surtout pas transmises ni à l'association et encore moins à April. Donc, ce sont des processus qui sont totalement cloisonnés dans lesquels votre anonymat est garanti. Je pense que c'est extrêmement important de le dire. Donc, tous les documents que vous demandera Crésus au cours de la procédure restent chez Crésus et ne sont en aucun cas transmis à l'association. C'est important de le préciser. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir accès à cet accompagnement Crésus, qui est un accompagnement personnalisé qui va vous aider à déposer le dossier ou à reprendre la procédure si besoin. Et c'est un accompagnement personnalisé qui dure voilà, le temps nécessaire. Peut-être avant de prendre des questions plus générales, Marie-Christine, il y a peut-être un exemple qui vous vient en tête d'un dossier, d'un parcours d'un adhérent que vous pouvez peut-être évoquer pour que ça nous rende, pour qu'on incarne un petit peu ce soutien d'un adhérent qui vous a marqué, par exemple, ou Oui, il y en a beaucoup vu qu'on aide oui, les personnes qui rencontrent des difficultés financières, mais bon, je peux penser bah, par exemple aux retraités qui sont vraiment dans des situations précaires et qui n'arrivent plus à rembourser le moindre petit crédit qu'ils avaient. Bon, bah, c'est vrai que, ou alors suite à des maladies, quand on les accompagne dans une procédure et notamment qu'ils bénéficient d'un effacement de dette, enfin, c'est vraiment un soulagement. Là, je sens dans les, c'est assez prenant. De voir une personne âgée malade qui est libérée de toutes ses dettes. Ça, c'est un des premiers exemples qui me vient à l'esprit. Là, c'est quand même une grande satisfaction pour moi qu'elle retrouve de la sérénité. Et puis après, de manière générale, de toute façon, euh, la mise en place de ce plan de remboursement, il est vraiment adapté aux réelles capacités des personnes, voilà, pour régler. Donc ça va beaucoup, ça va les aider. Ça, c'est indéniable, hein. Pratiquement dans tous mes accompagnements en surendettement, les personnes sont vraiment soulagées. Et oui, puis, si jamais il y a un risque, comme je disais, où la mensualité peut être un peu trop élevée, là, c'est très bien qu'ils soient accompagnés pour justement contester, mais pas contester, parce que moi, des fois, les gens, en fait, ils arrivent parce que, par exemple, ils ont essayé de contester tout seuls et ils n'ont pas mis les justificatifs qu'il fallait. Là, forcément, ça peut ne pas passer. Il faut toujours bien expliquer oui, tous les justificatifs nécessaires à la contestation de la mensualité. donc, on récapitule. Si vous voulez déposer, donc si vous voulez être accompagné par l'équipe de la Fondation Crésus, déposez un dossier sur notre site internet. Donc, je vous ai mis l'adresse sur la slide. Donc, vous tapez dans la barre de recherche simplement Association des assurés April. Vous vous rendez à la rubrique Vous soutenir, dans laquelle on a une présentation de l'ensemble de nos soutiens. Et dans la catégorie Soutien financier, vous trouverez SOS Budget. Et c'est grâce à ce dossier que vous pourrez compléter et accéder à l'accompagnement de la Fondation Crésus. Peut-être pour terminer, on peut prendre encore une ou deux questions, Mathilde, si tu en as. Oui, alors il y a une personne qui nous demande s'il y a un âge butoir pour monter un dossier de surendettement. Ah, Mais, ben, non, pas du tout. On revient sur la définition oui, du surendettement. Là, il n'y a pas d'âge. Vous n'êtes plus en capacité de faire face à vos charges, vos crédits. C'est ça la définition du surendettement. Donc, quel que soit l'âge, vous êtes éligible, bien sûr. très bien.
Et puis, donc, il faut que je retrouve la question. Il y a une personne qui nous demandait si au cours du plan de surendettement, il y avait une rentrée d'argent. Est-ce que ça pouvait être de nouveau analysé? Oui, alors si par exemple il y a une entrée d'argent et moi je conseille toujours aux personnes de le signaler à la Banque de France, par exemple, pour qu'elle refasse le dispatch sur les créanciers qui resteraient, ou la personne elle a de l'argent pour tout solder, auquel cas ben, la personne sort de la procédure de surendettement. Mais sinon, c'est toujours bien d'informer la Banque de France pour rester couvert, justement, parce que si jamais vous sortez de la Banque de France et que vous allez voir vos créanciers, vous dites, bah voilà, maintenant j'ai de l'argent, je peux vous rembourser. Eh ben, je pense pas que le créancier vous propose de rembourser à 0%. Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé aussi. Ce qu'il y a dans la Banque de France, le remboursement, il se fait à un taux qui est proche de 0%. Donc là, il vaut toujours mieux négocier pendant que vous êtes couvert par la recevabilité si vous voulez solder, D'accord. voilà, solder des prêts, voilà, pour que ça reste à 0% d'intérêt. Oui, bien compris. Bon, ben, je vois qu'on avait une audience assez réactive et attentive. Encore une dernière question, peut-être avant de clôturer. Oui, et bien une dernière question. On a une personne qui nous demande si l'association Crésus prend des frais de dossier pour le montage, justement, pour déposer le dossier. Non, pas du tout. L'association Crésus est une association reconnue d'utilité publique et donc vous pouvez, à travers la fédération, aller toquer dans une antenne, par exemple à Lyon. Il faut regarder sur le site de la fédération, vous avez des antennes et donc il n'y a pas de frais demandés pour l'accompagnement au dépôt de dossier de surendettement. Mm. Et si vous passez par l'association, ben, vous avez accès directement à la plateforme centralisée de Marie-Christine qui est basée à Strasbourg, mais qui sert la France entière. Et Oui, c'est l'intérêt de passer par le dossier de l'association. Alors, je reprécise que donc c'est gratuit et par le biais de l'association, vous accédez à la plateforme d'accompagnant de Marie-Christine. Et sinon, effectivement, vous pouvez contacter directement les antennes de la Fondation Crésus en région et travailler avec un bénévole sur place. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de frais de dossier ni de frais associés à cet accompagnement. tout- Eh bien, écoutez, je voulais vous remercier pour votre attention et votre participation active. Nous allons vous faire parvenir l'enregistrement de ce webinaire par mail ainsi que la présentation. Et vous pouvez regarder donc sur notre site, il y a une rubrique Vous informer dans laquelle nous avons regroupé l'ensemble des conférences. Vous nous laissez le temps de nous organiser un petit peu, de lisser l'enregistrement et vous le recevrez en début de semaine prochaine probablement. À la fin du webinaire, vous avez la possibilité de donner votre avis, de noter et aussi de suggérer des thèmes si cela vous intéresse. Si par exemple, vous souhaitez un autre point sur le surendettement ou si vous avez des questions particulières que vous aimeriez voir traitées, nous restons ouverts et à votre disposition. Je tiens à remercier Mathilde et Bah, de Marie-Christine. rien. Merci pour votre participation, merci pour la Merci clarté. à vous Et pour l'invitation. voilà, et je remercie Cécilia Pita qui n'est pas là mais qui est derrière, qui nous a aidés et qui a fortement contribué au contenu et à l'organisation du webinaire. Voilà, je souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, Merci, au oui. revoir à tous.